Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. 2015 s'est achevé. S'il vous est arrivé de décrocher de l'actualité en Côte d'Ivoire, eh bien, voici l'opportunité de remédier à cela en suivant attentivement la rétrospective que la RTI vous propose ce soir. Ils sont tous réunis, nos spécialistes maison, et nous avons choisi de parler sport, de parler actualité internationale. Nous allons visiter nos régions, nous allons parler défense et sécurité, sans oublier l'économie et la politique. Et lorsque je dis politique, c'est la politique au quotidien et les activités du président de la République, bien entendu. En cela, c'est Habiba Dambélé que nous recevons pour commencer. Bonsoir Habiba. Bonsoir Lassine. Vous allez résumer pour nous tout ce qui s'est passé en 12 mois au palais présidentiel. Je voudrais le dire tout de suite, le président de la République a entamé son second mandat après avoir prêté serment le 3 novembre dernier, le 3 novembre 2015, avec pour priorité cette fois le renforcement des institutions pour la paix, la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la transformation de l'économie. Le premier mandat, il l'avait dédié à la relance de l'économie, à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens profondément affectés par la crise post-électorale. On va suivre maintenant le reportage de Awa Touré pour mieux comprendre. La reconstruction de la Côte d'Ivoire, une priorité pour le président de la République Alassane Ouattara, qui dès son élection a mis en œuvre des solutions. D'abord, le programme présidentiel d'urgence pour répondre rapidement aux besoins des populations durement affectées par la crise post-électorale. Ainsi, de 2011 à 2015, le PPU a investi près de 500 milliards de francs CFA dans les secteurs prioritaires que sont l'eau potable, la santé, l'éducation, l'électricité et la salubrité urbaine. Au plan général, comme il l'avait promis à travers son programme de gouvernement, le président Alassane Ouattara a engagé de grands travaux pour relancer l'économie ivoirienne et amorcer le développement de la Côte d'Ivoire. En 4 ans, plus de 30 000 km de routes, dont la réfection du tronçon Jesco-Yamsokro, le bitumage de la route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, plusieurs ouvrages d'art réalisés, notamment le pont Henri Konabitié et les ponts de Boisflé, Jacquesville, Béoumi, Sérebou-Bassawa et Gbéléban. La santé pour tous avec la construction de 46 hôpitaux généraux, dont ceux de Gagnoua et d'Adjamé, plus de 150 centres de santé rééquipés et mis aux normes. 12 000 classes primaires et 150 collèges livrés à l'éducation nationale dans le cadre du programme École pour tous qui rend l'école obligatoire du CP1 à la classe de 3e. Au niveau de l'enseignement supérieur, le président de la République a entrepris la construction d'infrastructures universitaires à Mans, Bondoukou, San Pedro et Adiaké. C'est ce programme ambitieux au service de ses concitoyens qui a permis au chef de l'État d'obtenir la confiance des Ivoiriens qui l'ont réélu dès le premier tour sur le score de 83,66% des suffrages. Voilà, Habiba Dambélé, on vient de suivre là les projets phares de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage? Tout ce que je peux dire, c'est que 2015 a été une année charnière, une année de forte croissance, une année marquée par l'élection présidentielle. Et dont tous les observateurs s'accordent à dire qu'elle a été exemplaire, crédible et transparente. L'année 2015 et le premier mandat du président Alassane Ouattara ont été marqués par de grands chantiers. Awa vient d'en parler. Le projet phare en matière énergétique de la gouvernance du président Ouattara reste sans nul doute le barrage hydroélectrique de Soubré. Une fois réalisé, ce sera le plus grand centre de production énergétique du pays avec une capacité de 270 mégawatts. Et en plus, il y aura 4 autres barrages. 4 autres barrages sont prévus pour un investissement total de 3 700 milliards de francs, ce qui fera du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, donc la région de Soubré, le plus grand pôle énergétique de Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est cela l'émergence. Et puis souvenez-vous, le 30 juin 2015, le président Alassane Ouattara a officiellement mis en service la première centrale à cycle combiné d'azito. Vous vous souvenez bien, la Lassine Fofana, d'une valeur de 200 milliards de francs. L'ouvrage vient augmenter la puissance de la centrale d'azito à 50% et de 10% la capacité nationale de production électrique. À cela s'ajoute le programme national d'électrification rurale qui va électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants. Ce programme a permis d'électrifier plus de 1000 villages
depuis 2013 jusqu'à mai 2015. Et cela va faire passer le taux de couverture nationale de 33 à 42% et puis le taux d'accès à l'électricité de 74 à 78%. L'État entend ainsi démocratiser l'accès à l'électricité, à l'eau pour les ménages à travers le programme d'électricité pour tous notamment. Ainsi, chaque ménage pourra bénéficier d'un branchement et d'un abonnement électrique à un coût préférentiel de 1000 francs par mois. Et c'est ce qui est relatif à l'électricité. Je voudrais pouvoir dire aussi que lors de ce mandat, on peut se permettre de dire qu'on a vaincu la pénurie d'eau. Oui, on a vaincu la pénurie d'eau, l'eau qui est un besoin vital pour les populations. Vous le savez bien, le chef de l'État a procédé à l'inauguration le 2 mars 2015 de la station d'eau potable de Beaunois. Ce fut une très grande manifestation. L'ouvrage vise à améliorer l'approvisionnement en eau potable de près de 2 millions de personnes avec une production de 80 000 mètres cubes jour. Cette station a été réalisée à hauteur de plus de 60 milliards de nos francs. Et puis le 14 décembre 2014, vous en souvenez, à Yopougon, j'imagine aisément. Le président Alassane Ouattara était à Yopougon, votre ancien quartier, pour inaugurer la station d'eau du quartier Niangon d'un coût de 15 milliards. Cet ouvrage a permis de doubler la capacité d'approvisionnement en eau potable de la commune de Yopougon et a comblé de 80% le déficit des besoins en eau potable de la région d'Abidjan. Tout comme la station de Yopougon, 12 autres projets vont voir le jour incessamment. Je voudrais vous inviter à suivre un autre point. 2015, c'est fini. On aura le souvenir des 12 mois écoulés. Pour ce qui est des activités du président Alassane Ouattara, activités au nombre desquelles celles relatives aux différentes missions présidentielles hors de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a parcouru les 5 continents, 22 visites effectuées au total. Il a voulu donner ainsi de la voix sur les grands dossiers chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Jérôme Kofi Abolin. Du sommet de l'UEMOA, le 18e du genre en janvier 2015 au Bénin, au 48e sommet de la CEDEAO au Nigeria en décembre de la même année, en passant par d'autres rencontres. Des rencontres comme le Forum France-Afrique et la COP 21 sur le climat en France, succédant au sommet sur la question migratoire à Malte. Autant de rendez-vous qui ont permis à la Côte d'Ivoire de jouer pleinement sa partition pendant les 12 derniers mois sur la scène internationale à travers les différentes visites du président Alassane Ouattara à l'étranger. 22 visites au total, soit environ 2 déplacements en moyenne tous les mois, effectués au cours de cette année 2015 en Afrique, en Europe et en Asie, pour ne citer que ces 3 continents. Chaque visite se voulant pour la Côte d'Ivoire et son leader, le président Alassane Ouattara, un rendez-vous du donner et du recevoir dans les domaines aussi bien diplomatiques que de la coopération. Sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire, en même temps qu'elle a l'occasion de donner de la voix sur certains sujets brûlants de l'actualité, comme le terrorisme et la sécurité, affiche son rayonnement en ce qui concerne son rôle à jouer sur le plan international. Le président Alassane Ouattara, pour avoir toujours offert sa bonne appréciation quant aux voies et moyens s'agissant de sa vision du monde, à savoir le vivre ensemble et le développement dans la démocratie et la paix. Sur le plan de la coopération ou des échanges, la Côte d'Ivoire, conformément à la politique de bonne gouvernance prônée par le chef de l'État, ne peut qu'inspirer confiance. Pour preuve, les différents accords signés à l'occasion de ces visites officielles dans un certain nombre de pays. Comme exemple, 42 accords bilatéraux et de partenariat au Maroc, et des accords de coopération avec la tenue d'un forum ivoiro-turc en Turquie, sans surtout oublier la journée nationale de la Côte d'Ivoire lors de l'exposition universelle de bilan en Italie. Si l'on doit parler de bilan, il s'avère tout à fait positif et la réélection du président Alassane Ouattara vers la fin de cette année 2015 en est l'une des preuves tangibles. Ce qui va certainement permettre au président de la République de gagner dans les années à venir son pari, celui de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, comme quoi 2015, avec les visites présidentielles à l'extérieur, ne s'achève pas sans promettre des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire sous la clairvoyance du président Alassane Ouattara.
des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Habiba, 22 visites officielles, quelles en sont les retombées aujourd'hui? Ces retombées ont permis de grands projets d'infrastructure. Je citerai le plus grand, celui qui nous intéresse le plus, celui que nous utilisons le plus, c'est le pont HKB qui a été inauguré le 16 décembre 2014 pour un coût de 125 milliards de nos francs. Il y a également le pont de Boisflé, le pont qui a désengorgé Jacquesville, le pont de la Fraternité, c'est mon préféré, le pont métallique qui relie la Côte d'Ivoire à la Guinée et qui a été inauguré par le président guinéen Alpha Condé. Il y a l'ouverture de la circulation de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'inauguration par le Premier ministre du boulevard de France et puis l'inauguration des ponts de Béoumi, de Sérebou, Bassawa. Et vous êtes donc en train de penser à la sous-région? On est en train de penser à la sous-région, repositionnement éco-diplomatique et intégration sous-régionale. Voici les maîtres mots qui guident la diplomatie ivoirienne depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. En 4 années, force est donc de constater que cette stratégie a porté ses fruits, faisant de nouveau la Côte d'Ivoire la locomotive de la sous-région ouest africaine et un pays qui compte sur l'échiquier international. En 4 années de mandature, dont 2 passées à la tête de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara a œuvré à la relance de grands projets d'intégration sous-régionale. Je citerai le projet de boucle ferroviaire qui doit relier Abidjan, Cotonou via Ouagadougou et Niamey. Cette ligne de chemin de fer va nécessiter un investissement de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos qui va passer par le Ghana, le Togo et le Bénin. Puis au plan politique, le leadership du président Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO a été d'un apport considérable dans la résolution des crises politiques au Mali notamment et en Guinée-Bissau, vous vous souvenez des coups d'État qui ont secoué ces pays. Son intransigeance face aux putschistes a conduit à la mise en place de transitions politiques qui ont débouché sur des élections démocratiques dans les pays cités. On parle toujours d'éco-diplomatie. Le président Alassane Ouattara qui a mis à profit ses visites officielles dans les pays pour renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les pays visités par la signature de multiples accords, des accords avec la France dans le cadre du CDD, avec le Maroc qui est en train de réhabiliter la baie lagunaire de Cocody, avec la Chine, l'autoroute de Grand Bassam, c'est avec la coopération de la Chine, le barrage de Soubré, c'est avec l'apport de la Chine, avec la Turquie qui intervient dans le transport lagunaire en Côte d'Ivoire. Et puis, au plan international, on va parler des questions de terrorisme, de migration, de réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara a toujours porté haut la voix de la Côte d'Ivoire. Habiba Dembélé, je voudrais vous inviter maintenant à parler des activités de la Première Dame. Dominique Ouattara, la Première Dame de Côte d'Ivoire, a répondu aux attentes des populations avec le fonds d'appui qu'elle a mis en place. Ce fonds aura contribué gratuitement à leur bien-être. Partageons la joie des bénéficiaires avec Viviane Haïmé. En 2015, la fondation Children of Africa de Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, a mené plusieurs activités au plan social, de l'éducation et de la santé. Au plan social, 13 centres d'accueil pour enfants en difficulté ont reçu des subventions de la part de la fondation. Par ailleurs, 109 000 enfants ont pu avoir accès gratuitement à la lecture grâce aux bibliobus que la Fondation met à leur disposition. Ce sont 8 bibliobus qui sont des bibliothèques mobiles composées de plus de 3000 ouvrages, de vidéoprojecteurs et d'ordinateurs avec connexion Internet. Au plan de la santé, 97 000 enfants ont été déparasités gratuitement grâce à la Fondation Children of Africa. 64 000 enfants ont reçu des doses de vaccins contre la méningite et la fièvre typhoïde. 59 000 enfants ont été consultés gratuitement dans le cadre de la caravane ophtalmologique organisée par la Fondation. Au plan de l'éducation, 64 000 kits scolaires ont été distribués aux écoliers de Côte d'Ivoire et 10 salles multimédia ont été offertes par la Fondation. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire lancé par la Première Dame de Côte d'Ivoire en 2012 avec un fonds de démarrage de 1 milliard de francs s'est accru progressivement pour atteindre en 2015 un montant de 8 milliards de francs et a permis de financer de 2012 à fin 2015 les micro-projets de 101 503 femmes à travers toute la Côte d'Ivoire.
Après le satisfecit général et les félicitations qui ont été décernées à la présidente du Comité national de surveillance pour son implication personnelle dans l'exécution du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le nouveau plan d'action national 2015-2017 a été présenté officiellement le 15 décembre par la présidente du Comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara. Ce nouveau plan prévoit de renforcer la sensibilisation et aussi de renforcer la répression contre les auteurs de traite et d'exploitation abusive d'enfants au plan national et par le biais de la coopération entre États en matière de police. Voilà, Abiba Dambélé, vous l'avez constaté, Viviane Aïmé nous dit que la première dame était en première ligne, initiatrice du FACI et présidente du comité de surveillance du travail des enfants, présidente de Children of Africa. Elle était vraiment en première ligne. Oui, tout à fait. Le président de la République, devant le succès du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a promis gonfler l'enveloppe qui va passer de 8 milliards de francs à 10 milliards de francs. 100 000 femmes en bénéficient et le taux de remboursement est exceptionnel, il est de 99%. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau plan d'action du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame va bénéficier, en tout cas ce comité va bénéficier d'un appui de 12 milliards de francs de l'État de Côte d'Ivoire et de ses partenaires. Et puis la première dame compte poursuivre son lobbying auprès des chocolatiers, auprès de la communauté internationale pour lutter contre le travail des enfants et pour montrer une autre image de la Côte d'Ivoire, une image plus positive. Et pour clore ce chapitre sur les activités de la première dame, j'ajoute qu'à chacune des visites d'État du président de la République, la première dame a offert une ambulance à chaque département visité. Alors, Abiba, pour terminer complètement avec vous, on a fait le tour avec des perspectives pour 2016, des priorités du palais présidentiel. Pour son second mandat, le président Alassane Ouattara s'est fixé pour priorité la croissance économique, encore et toujours l'emploi des jeunes, la réconciliation nationale et puis un grand chantier, la révision de la Constitution afin d'extirper tous les articles confligènes. Pour ce qui est de la croissance économique, l'objectif poursuivi est de créer un deuxième miracle ivoirien. Et je sais que ça vous dit quelque chose, là, Sine Fofana. Et le gouvernement Ouattara s'en donne les moyens, fort des résultats probants du premier plan national de développement. Le deuxième va être mis en œuvre d'un montant de plus de 29 000 milliards de nos francs. Au chapitre emploi jeunes, retenez que plus de 2 millions d'emplois ont été créés pour les jeunes au cours du premier mandat. Et pour impulser une dynamique nouvelle à ce chantier, le chef de l'État a créé, vous vous en souvenez certainement, un ministère chargé exclusivement de l'emploi des jeunes. Et ce ministère, à travers le projet Agir pour les jeunes, a déjà financé plus de 10 000 projets d'auto-emploi en faveur de la jeunesse. L'État a pour sa part débloqué une enveloppe de 4 milliards de francs pour ce programme d'auto-emploi et cette politique va se poursuivre en 2007. Enfin, concernant la réconciliation, le président Alassane Ouattara promet d'aller plus loin. Dès l'entame de son mandat, il a rencontré les guides religieux, les membres de la chefferie, la Chambre des rois et chefs traditionnels pour nous faire des propositions, pour aller plus loin. Il faut dire que beaucoup de choses ont déjà été faites dans ce domaine. Le président avait mis en place la CDVR, ensuite a suivi la CONARIV, il y a eu la Commission nationale d'enquête sur les crimes commis, il y a eu l'indemnisation des victimes. Le 4 août passé, la cérémonie solennelle a été diffusée sur nos antennes. Aujourd'hui, le président a décidé d'indemniser toutes les victimes. Une enveloppe de 10 milliards de francs a été mise à la disposition du programme national de cohésion sociale et le processus est en marche. Ce qu'on peut dire, c'est que aussi le dialogue politique se poursuivra. On assiste au retour des réfugiés, 40 000 pour la seule année 2015, ce qui porte à 250 000 le nombre de réfugiés ivoiriens dans les pays de la sous-région. Et puis, des réfugiés qui ont décidé de rentrer. Pendant la crise post-électorale, à Sine Fofana, ils étaient 300 000. Donc aujourd'hui, globalement, 50 000 Ivoiriens se trouvent hors de leur pays. Et j'espère, on hâte de retrouver un pays en pleine croissance. Le président Alassane Ouattara veut aller plus loin, et encore plus loin en 2016, pour réitérer un vœu cher, celui d'une Côte d'Ivoire rassemblée dans la paix
et la cohésion sociale. Merci Abiba, vous avez parlé de réconciliation et de dialogue. Tout à l'heure, nous allons développer ces sujets avec Zani Gabriel et Thomas Nguessambi. Merci pour ce résumé des activités du président de la République et de la première dame. Très bonne année à vous, Lassine Fofana. À vous aussi, bonne mes année meilleurs à vœux. tous les téléspectateurs. Merci Abiba. Plusieurs partis politiques ont été secoués par des crises internes l'année écoulée. Autant le dire tout de suite, le linge sale n'a pas souvent été lavé en famille. PDCI, PIT, FPI, MFA ont mis sur la place publique leur division interne. L'appel de Daoukro a secoué le PDCI. Anaki Kobena a été évincé du MFA, il en a perdu le contrôle. Aka Aizi, lui, a fait face à une fronde au PIT, pendant que Pascal Affi-N'Guessan a été lâché par une partie du Front populaire ivoirien. Revenons sur tous ces remous au sein des partis politiques en 2015 avec Michel Digré. Dimanche 12 avril 2015, le mouvement des forces d'avenir a un nouveau président en la personne de Anzoumana Moutayi. Un changement intervenu après plusieurs mois de désaccord entre Anaki Kobena et les cadres de son parti. Mais il n'y a pas eu que le mouvement des forces d'avenir qui est connu des turbulences en 2015. Et ce ne sont pas les cadres du PDCI-RDA qui diront le contraire. Ici, c'est l'appel de Daoukro qui a constitué la pomme de discorde. Un appel pas du goût de Charles Konambani, de Kwadio Konambertin et de Essi Amara, candidat à la présidentielle de 2015. Le spectre de la division a aussi visité le Parti ivoirien des travailleurs. En mai 2015, 3 cadres du PIT sont exclus du parti pour leur participation à la convention du RHDP en avril. Finalement, le PIT version Aka Aizi soutient la candidature de Charles Konambani à la présidentielle quand la tendance CKCKL défend les couleurs du candidat du RHDP. L'une des plus grosses victimes des soubresauts au sein des partis politiques en 2015 reste le Front populaire ivoirien. Deux camps se sont opposés tout au long de l'année. Pro-Gbagbo et pro-Affi n'arrivent pas à se rapprocher jusqu'au vote. Le parti paie cache ses divisions internes avec une défaite à la présidentielle et un score de 9,29% pour Affi-N'Guessan. Bonsoir Zani. 2015, année électorale, surtout année électorale sans heurts, après le drame qu'a connu le pays en 2010. Peut-on dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire intègre le cercle des nations démocratiques en Afrique? Peut-on le dire aussi fermement? D'abord, la présidentielle d'octobre était vraiment très attendue par tous, par les Ivoiriens et par la communauté internationale. Cette présidentielle-là avait un enjeu majeur. L'enjeu majeur de cette présidentielle était d'organiser des élections, une élection présidentielle sans heurts, une élection sans violence, pour tourner définitivement la page de la crise post-électorale que nous avons connue, cette crise-là qui a provoqué plus de 3000 morts. Donc c'était un enjeu essentiel pour le pays, important pour la Côte d'Ivoire, de pouvoir passer, outre ce passé sombre-là, de la Côte d'Ivoire. La campagne présidentielle a été une campagne sans violence. Il n'y a pas eu d'incitation à la haine, de manipulation de fibres religieuses, de fibres ethniques ou communautaires, ce qui n'a pas été le cas en 2010. Il y a eu aussi un fait assez important que je ne vais pas omettre, un autre fait important. Vous savez, après même les élections, avant la proclamation des résultats, qu'il y a eu les résultats provisoires qui ont été proclamés, les candidats malheureux ont félicité sans contestation le vainqueur. Donc ça, c'est une preuve, c'est la démonstration de la maturité de la classe politique. C'est un fait essentiel à noter. Comment vous entrevoyez aujourd'hui les élections, les législatives, les locales? L'enjeu des élections législatives, des élections locales reste le même que celui de la présidentielle. C'est d'organiser des élections locales sans heurts, sans violence, des élections locales apaisées. Et de continuer dans cette même dynamique, de montrer la maturité des électeurs ivoiriens, de montrer la maturité de la classe politique ivoirienne. Et c'est cela qui est très important. Voilà, il ne s'agit pas seulement de faire une élection présidentielle sans heurts et de retomber dans le même travers de 2010 avec les élections locales ou les élections législatives. Donc il faut continuer dans cette même dynamique. Et ces élections locales s'inscrivent dans une dynamique de relance
relance économique, de reprise économique, de reprise économique, de reconstruction post-crise entamée depuis 4 ans par l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Donc, il faut continuer dans cette même dynamique. L'année 2015 a vu un raffermissement du retour à la normalité en Côte d'Ivoire, ce qui a d'ailleurs permis, comme vous venez de le dire, une présidentielle sans heurts, sans bousculade, dans le but de contribuer à renforcer l'atmosphère davantage et réconcilier. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes est entrée en scène en remplacement de la CDVR, qui est la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, avec juste à côté le programme national de cohésion sociale. On a aussi vu le retour au pays d'un nombre important de réfugiés et la libération de certains prisonniers. Dans son récit, Maï Sako considère que 2015 peut se vanter d'avoir enregistré un grand bond en avant en matière de réconciliation, en matière de cohésion sociale. On l'écoute. 2015, une année qui a été marquée au plan de la réconciliation nationale par l'entrée en scène le 24 mars de la CONARIV. Elle a pour mission d'identifier et de recenser les victimes et ayant droit des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire en vue de la constitution d'un fichier unique consolidé. 71 746 victimes ont été recensées et leur indemnisation validée. En attendant, le PNCS, Programme national de cohésion sociale, a démarré l'indemnisation des ayants droit des victimes décédées à partir de la liste de la Commission nationale d'enquête. Ce processus a été officiellement lancé le 4 août 2015 au palais présidentiel sous l'égide du chef de l'État. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, a remis individuellement à plus de 200 victimes, parents de victimes et blessés de la crise post-électorale, la somme d'1 million de francs CFA. 300 000 Ivoiriens ont quitté le pays à la suite de la crise post-électorale de 2010. Avant décembre 2015, par le biais des convois organisés dans le cadre du rapatriement volontaire par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, 240 449 exilés ont regagné la Côte d'Ivoire. Le 18 décembre dernier, 401 réfugiés en provenance du Libéria sont revenus au pays. De 2012 à 2015, 222 détenus dans le cadre de la crise post-électorale ont été libérés et 249 comptes sur les 289 gelés ont été dégelés. La réconciliation nationale, c'est l'un des défis majeurs pour un pays qui a connu une crise comme la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui les lignes bougent dans ce domaine et surtout, est-ce que les lignes bougent dans le bon sens? Il y a une démarche pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Et aujourd'hui, je peux dire qu'avec les réformes qui ont été prises, la mise en place de la CONARIV, il y a une volonté manifeste du gouvernement, de pouvoir passer à une autre étape qui est aujourd'hui de créer l'Ivoirien nouveau. Et quand on a vraiment écouté tout le discours du président de la République, la campagne présidentielle a tourné autour de ce concept assez important de l'Ivoirien nouveau. Et je cite le président quand il a dit lui-même, cette question n'est pas facile. Donc, la question de la réconciliation nationale n'est pas facile car elle vient du cœur et il faut être deux pour se réconcilier. Merci Gabriel Zani pour ce point sur la situation politique en Côte d'Ivoire. On va parler économie actuellement. Tout à l'heure, nous allons accueillir Adama Koné et notre invité économique, Cheikh Oumar Ouattara. Il est coordonnateur national du suivi des indicateurs MCC. Je voudrais vous conduire, j'ai envie de dire, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On en a longuement parlé, c'est désormais résolu. Pour aller à Washington ou à New York, les Ivoiriens ne sont plus obligés de passer par Paris, Bruxelles, Dakar ou Accra. Après une quinzaine d'années d'attente, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été certifié TSA, donc apte à transporter, cela par l'administration des États-Unis d'Amérique. Et cette certification décidée le 10 avril 2015 permet l'ouverture des vols directs entre Abidjan et les États-Unis. Ce sont les résultats des réformes entreprises tant au niveau de la sûreté que de la sécurité. Les explications avec Lansine Bakayoko. C'est le couronnement de plusieurs audits de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La dernière inspection, celle qui a débouché sur cette certification, a été effectuée du 2 au 6 mars dernier. L'ouverture du ciel américain aux avions en provenance ou en partance d'Abidjan
est un indicateur du professionnalisme de l'aviation civile ivoirienne. Par le fruit du travail acharné de nos agents, nous avons pu avoir la certification. Cette importante étape franchie, le grand défi reste à la constance dans le travail. D'ores et déjà, l'État ivoirien a pris les devants en créant un bureau d'enquête et d'analyse BEA pour la sécurité de l'aviation civile. Son rôle, mener des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, mais surtout les prévenir. La certification en poche, à quand les premiers vols? On a bon espoir qu'avant la fin du premier semestre 2016, qu'on puisse arriver à faire des vols directs. Ces vols directs à Abidjan, États-Unis, présentent de nombreux avantages, notamment la réduction du coût du voyage et des produits importés, ce qui augure un accroissement substantiel des échanges commerciaux entre les deux pays. Au-delà, le ciel s'ouvre pour la réalisation du grand projet d'Aérocité, une véritable ville aéroportuaire, vaste espace de 3700 hectares, dans le périmètre de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui abritera hôtels, supermarchés, parcs d'exposition et autres infrastructures commerciales. Bonsoir Adama. Bonsoir le ministre des Transports a donné dans cet élément qu'on vient de suivre une date indicative. Que reste-t-il en réalité à faire après ces explications que nous avons entendues de Ali Diarra-Souba? D'accord, il faut savoir que la certification de l'aéroport international d'Abidjan fait partie des succès décrochés par la Côte d'Ivoire au cours de l'année 2015. En réalité, ce qu'il reste à faire est moins loin que ce qui a déjà été fait. Il y a simplement que la Côte d'Ivoire actuellement est en pourparlers, est en train de négocier avec les compagnies aériennes qui voudraient bien desservir la plateforme aéroportuaire d'Abidjan et se rendre donc aux États-Unis. Il y en a beaucoup ces compagnies? Oui. Elles frappent à la porte, elles sont nombreuses. En définitive, en quoi la certification peut-elle être considérée aujourd'hui comme un bonus pour l'économie ivoirienne? Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas perceptible tout de suite. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un succès réalisé par l'économie ivoirienne, mais il y a d'autres succès que je me permets de rappeler. Vous savez que la Côte d'Ivoire a amélioré, même si c'est timidement, sa position dans le classement Doing Business. La Côte d'Ivoire, selon l'indice Mo Ibrahim, a été parmi les pays qui ont enregistré une forte progression en matière de gouvernance. Troisièmement, la Côte d'Ivoire, selon le Forum économique mondial, est rentrée dans le top 10 des pays africains qui ont réalisé une forte croissance ces dernières années. Le top 10, vous avez dit. Le top 10 des pays africains. Alors, tout ceci est synonyme de charme économique pour les investisseurs et qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien, pour ces investisseurs, la principale porte d'entrée est l'aéroport international d'Abidjan. Lorsque vous êtes reconnu par l'aviation américaine, alors c'est un signal fort de confiance dans les infrastructures et dans les méthodes aéroportuaires. Et quand vous avez des indicateurs séduisants qui permettent donc de venir investir dans le pays, quand vous avez une porte d'entrée qui est sécurisée, cela est tout bénéfice pour l'économie. Alors, Adama, on va continuer toujours avec l'économie, mais on change complètement de secteur. Parlons agriculture. La Côte d'Ivoire a décidé de rendre plus visible et palpable son potentiel agricole, mais surtout de rattraper le retard de financement dans ce secteur-là. Un niveau de financement qui a grandement chuté ces dernières années, de 25%, je vous donne juste ces chiffres, de 25% en 1960, puis 15% en 1980. Il est aujourd'hui à moins de 2% depuis 2010. Je ne vous laisse pas commenter pour le moment. Nous allons suivre ce reportage de Noël Gnagno qui nous dit que le Sahara a accueilli plus de 200 000 personnes et les intentions d'investissement s'élèvent à plus de 9 milliards de francs CFA. Du 3 au 12 avril 2015, la Côte d'Ivoire agricole, à travers les ministères de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, des Eaux et Forêts, enfin du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, a relancé le Salon de l'Agriculture après 16 ans d'interruption. Pour cette édition, grosse des ambitions de la Côte d'Ivoire qui veut se hisser au rang de locomotive agricole de la sous-région, les pouvoirs publics se sont donné les moyens conséquents. Un espace de 9 hectares pour 371 stands sous une dizaine de chapiteaux. Un décor à la dimension de l'événement, montrer tout le potentiel agricole ivoirien, les produits de rente, café, cacao, le cajou, le palmier à huile, pour ne citer que cela, le vivrier. En somme,
Ce fut l'occasion de traduire en visuel palpable le slogan « La réussite de ce pays repose sur l'agriculture ». Et l'engouement des Ivoiriens était au rendez-vous, avec 207 697 visiteurs sur les 10 jours, soit une moyenne de 20 000 visiteurs par jour. Au chapitre des intentions d'investissement, on retient 9 383 838 256 francs CFA. Au total, le Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan aura tenu toutes ses promesses. Vivement le Salah 2017 qui permettra d'évaluer les promesses de 2015, à savoir relever le défi de la productivité agricole, celui de la responsabilisation des différents acteurs, des filières et autres. Adama Kone, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le retour du Sahara 16 ans après. Cela est bien, mais le grand défi de l'agriculture continue de rester la transformation. Oui, je déficitaire. Suis tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous, Lassine. Répondant à votre question, je voudrais simplement me souvenir de cette observation du ministre marocain de l'Agriculture à Kanouche qui disait que la Côte d'Ivoire est un paradis agricole. C'est dire que ce pays a tout un potentiel. La question de l'industrialisation, à mon avis, se pose sous 3 approches qui sont, si vous voulez, des sources de motivation et qui sont en même temps, qui ont une valeur de proposition. Le premier postulat, c'est que la richesse se trouve dans le produit fini. Je vais vous donner un exemple simple. 1 gramme de cacao coûte 1 franc CFA. Le même gramme de cacao transformé en chocolat coûte 150 francs. Chocolat de gamme moyenne. Alors vous voyez bien qu'il est bien de produire, mais c'est mieux de transformer. Deuxième postulat, la Côte d'Ivoire a ce que les économistes appellent un avantage comparatif dans la production de cacao, donc certainement dans la transformation. Ça veut dire quoi? Qu'il est plus rentable de produire le cacao, le café, le chocolat en Côte d'Ivoire que dans un pays comme le Mali ou bien le Bénin, pour ne prendre que le Burkina, pour ne prendre que ces 2 exemples. Et cet avantage est lié aux dotations facturelles naturelles de ce pays, telles que la pluviométrie et le sol. Le troisième postulat, c'est qu'en s'engageant sur la voie de la transformation, la Côte d'Ivoire doit pouvoir faire évoluer cet avantage comparatif en avantage compétitif, c'est-à-dire arriver à une production optimale. Alors, c'est ces 3 facteurs que le pays doit réussir à mixer, à mettre en harmonie, à s'aimer de sorte à récolter une industrialisation réussie. Restez toujours avec nous, Adama Kone. Depuis 2011, les États-Unis ont réintégrer la Côte d'Ivoire dans la liste des pays éligibles au Millennium Challenge Corporation, un programme initié par le Congrès américain en faveur des pays en voie de développement afin de les soutenir dans leurs efforts de bonne gouvernance, de libéralisation économique et d'investissement dans les ressources humaines. Chaque pays déclaré éligible bénéficie de 400 milliards de francs CFA sous forme de dons dans le but de financer des projets d'infrastructure et de renforcement des capacités. Retour sur ce parcours qui a rendu vraiment heureux Jean-Jacques Okwame, ce parcours de la Côte d'Ivoire. Voici ses précisions. Déclarée éligible au MCC, Millennium Challenge Corporation, en 2011, la Côte d'Ivoire a mis en place un comité pour piloter toutes les réformes. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire d'être admise au Compact, le programme phare du MCC. Sur les 4 dernières années, l'action du comité a produit des résultats probants. De 5 indicateurs ouverts en 2012, la Côte d'Ivoire est passée à 9 en 2013 et à 10 en 2014, dont l'indicateur obligatoire du contrôle de la corruption. Le pays a ainsi été déclaré éligible au programme Threshold par le conseil d'administration du MCC en décembre 2014 et bénéficie d'un montant compris entre 6 et 11 milliards de francs CFA sur 2 ans. Pour cette année 2015, 3 nouveaux indicateurs sont passés au vert, à savoir la politique budgétaire, l'état de droit et l'efficacité gouvernementale. La Côte d'Ivoire affiche désormais 13 indicateurs au vert à son compteur sur les 20 à satisfaire. Ces résultats ont hissé notre pays au rang des favoris sur les 44 pays en concurrence pour l'obtention du programme compact du MCC. Et depuis le 16 décembre 2015, le conseil d'administration du MCC a déclaré la Côte d'Ivoire apte au programme compact avec à la clé un financement compris entre 150 et 400 milliards de francs CFA. Une enveloppe débloqué sur 5 ans sous la forme de dons pour financer des projets structurants dans les infrastructures, le développement humain et la bonne gouvernance, ce afin de réduire la pauvreté en créant les conditions d'une croissance inclusive de l'économie.
Merci, M. Cheikh Oumar Ouattara. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du suivi des indicateurs MCC, justement. Alors, la Côte d'Ivoire est éligible au MCC. Concrètement, à quoi faut-il s'attendre? À quoi nous avons droit? Bon, je pense qu'il faut d'abord comprendre que l'obtention de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire, c'est le départ d'un nouveau processus. Il y a un processus qui s'est enclenché il y a 4 années, où nous avons travaillé fort à mettre une centaine de réformes dans différents secteurs, dans le secteur de l'économie, dans le secteur de la bonne gouvernance, dans le secteur du capital humain. Et actuellement, nous récoltons les fruits, mais c'est un départ vers disons, des actions qui vont requérir beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de mobilisation de tous les acteurs qui sont concernés par ce processus-là. Il faut dire que nous travaillons beaucoup avec le secteur privé, notamment la CGCI, l'APEXI. Nous travaillons également avec la société civile et l'ensemble des ministères concernés par les indicateurs MCC. Premièrement, la chose importante à retenir, c'est qu'il faut qu'on continue à améliorer nos indicateurs. Et ça, on a eu un message très clair du Premier ministre et même du ministre d'État, ministre du Plein Développement, qui est le président du comité de suivi des indicateurs MCC et que je représente d'ailleurs sur le comité technique. Le message, c'est que nous devons continuer le travail parce que le maintien de l'éligibilité, avoir l'éligibilité ne nous exempte pas du maintien de l'éligibilité. Je veux dire par là que nous avons obtenu le programme compact, mais nous devons continuer à travailler sur les indicateurs, même les améliorer pour mériter ce programme-là. Ça, c'est un premier point. Le second point, on pose beaucoup la question de savoir qu'est-ce qu'on gagne avec l'éligibilité. Qu'est-ce qu'on gagne? Mais je vais vous répondre en disant que on gagnera ce qu'on voudra bien gagner. Ça veut dire que le programme compact provient d'un consensus national. C'est une consultation nationale où on va définir nos priorités de développement, nos besoins. Et cela, bien évidemment, va s'aligner très certainement avec le PN2 2016-2020, qui va démarrer sous peu. Et donc, c'est à nous de définir exactement qu'est-ce que nous attendons du compact. Par la suite, suite à la proposition que l'on va faire parvenir au MCC, le conseil d'administration se réunira pour valider les choix qui sont faits par la Côte d'Ivoire et éventuellement débloquer les montants. Donc, il y a tout un processus qui s'en vient, la phase d'élaboration du compact et la phase de mise en œuvre. Imaginez un seul instant que nous nous retrouvons avec le citoyen lambda dans une des villes, dans un des villages de la Côte d'Ivoire. Quand vous lui dites « nous sommes éligibles au MCC » en une phrase, qu'est-ce que vous lui dites? En une phrase, l'éligibilité au MCC, c'est privilégier les dépenses pour réduire la pauvreté, les investissements pour pauvres, les populations les plus vulnérables, les femmes, les jeunes. C'est favoriser l'autonomisation des personnes pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances d'accès sur le marché du travail, pour qu'ils puissent avoir accès aux infrastructures de base. C'est ça le MCC. Parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir un développement inclusif et durable. Merci à vous, M. Ouattara. On va continuer en parlant maintenant défense, c'est rassurant. Tout comme en 2014, l'indice de sécurité s'est nettement amélioré en 2015. Une année qui a vu les forces de défense et de sécurité bénéficier d'appuis conséquents pour la sécurisation des personnes, des biens et du territoire lui-même. Aussi, l'accent a-t-il été mis sur la formation des hommes en armes. Beaucoup reste à faire, mais il faut reconnaître que beaucoup a déjà été accompli. Plus de détails avec notre spécialiste des affaires militaires, Abou Sanogo. De 3,8 en 2012, l'indice de sécurité s'est fortement amélioré, passant à 1,16 en 2015, preuve que l'année écoulée consacre une meilleure sécurisation des personnes et des biens sur le territoire ivoirien. L'exploit est redevable aux forces de défense et de sécurité. Elles ont su traiter les questions liées au phénomène de coupure de route, de grand banditisme, de rackets, de microbes et d'enlèvement d'enfants. Ceci grâce au renforcement des capacités, à l'équipement fourni par le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées pour accroître les mobilités et les capacités opérationnelles des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale.
Illustration, plusieurs véhicules pour les services de police, des dizaines d'embarcations UFR type commando, des équipements militaires nautiques et 3 embarcations rigides type Defender qui ont permis à la Marine nationale de renforcer sa flottille. La Marine nationale peut donc se vanter de disposer dans son quai 2 patrouilleurs. 2015 a également vu des escales de navires de guerre français sur les bords de la lagune ébriée, en plus de nombreux changements intervenus dans la politique de défense et de sécurité. Au total, un tableau sécuritaire encourageant, tableau qui a favorisé le retour des investisseurs en Côte d'Ivoire. N'étant pas à l'abri de menaces djihadistes, des mesures ont été prises pour la sécurisation des frontières nord du pays. Le dispositif militaire à la frontière avec le Mali a été renforcé. Par ailleurs, 34 000 soldats ont été mobilisés pour la sécurisation du scrutin présidentiel du dimanche 25 octobre. Scrutin qui s'est tenu dans un esprit apaisé. À cela s'ajoute la sécurisation des visites d'État du président de la République Alassane Ouattara et des fêtes de fin d'année. Bonsoir Hamza. Et bonsoir Lassine. Je ne dirais pas comment tout va, je dirais plutôt quel regard vous portez aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire au plan sécuritaire. Nous sommes en sécurité. Pour dire simplement, on va dire oui. Vous avez pu le voir dans le reportage signé à Boussanogo. La Côte d'Ivoire va bien grâce à certaines actions, en tout cas de nombreuses actions qui ont été menées par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire. On a l'indice de sécurité aujourd'hui qui est passé de 4.0 au début de l'année 2012 à 1.6 aujourd'hui en 2015. D'où le retour des investisseurs dans notre pays. La Côte d'Ivoire se porte très bien. Il y a eu des efforts de part et d'autre. Quel a été le cheminement aujourd'hui pour arriver à ce stade-là, à ce point-là? Pour arriver à ce stade, beaucoup a été fait, vraiment beaucoup. D'abord, l'État a décidé d'appuyer considérablement la police nationale dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. Dans ce cadre-là, la police a été dotée en véhicules, avec 118 véhicules qui ont été offerts à tous les commissariats de police du pays. Et puis, la remise de 59 véhicules à la police nationale par le président de la République, également lors de ces différentes tournées. Ces différentes tournées, vous pouvez l'imaginer très bien, hein, les différentes visites d'État et autres sorties du chef de l'État. Donc, il y a 67 véhicules, de 149 motos également et du matériel de maintien de l'ordre qui ont été remis par l'Union européenne et le Programme national des Nations Unies pour le développement. On a aussi la dotation, vous devez le savoir, ça a été vraiment salué par tous, c'est la dotation en hélicoptère. Un hélicoptère a été donc offert à la police nationale. Ça lui a permis de faciliter vraiment un certain nombre d'actions et d'opérations de la police. On peut aussi noter que la police nationale a reçu 5 embarcations qui lui permettent des surveillances de nos eaux aujourd'hui, nos eaux intérieures bien sûr. Et puis le 28 août 2015, pour le dire, on a le lancement de l'opération Brise apaisante sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit là d'une opération de grande envergure dans le cadre de la lutte contre la criminalité qui a été menée conjointement par la police nationale, la gendarmerie nationale et bien sûr les FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et cela a permis bien sûr de saisir beaucoup de grammes de cocaïne, 129, de l'héroïne, du cannabis, du rivotril, des produits pharmaceutiques. Et puis, ce qu'il faut noter également, c'est qu'on a eu 2 commissariats de police ont été ouverts récemment. 2 commissariats de police. Un, le 10 novembre dernier, c'est celui de le 37e arrondissement d'Abobo-Doumé, c'est dans la commune d'Atekoubé. Et puis, on a le commissariat de police urbaine de Mbengue. Ça, c'est dans le département de... ça, c'est à Korogo, dans le département donc de Korogo. Et puis, à part l'appui à la police nationale, on peut noter également le cadre, on peut noter le renforcement des capacités du personnel et surtout du social aussi. On a la création de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ça, c'est l'UCTT. Et puis, le 2 février 2015, on a eu le lancement de l'Observatoire régional d'alerte et d'analyse stratégique pour l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. On a eu le 24 avril 2015 la rétrocession de la cité BAE de Yopougon qui était précédemment occupée par les FRCI, les ex-combattants. Ça a été donc
rétrocéder à la police nationale. Et puis la Ciné Fofana, il faut noter que le 28 avril en 2015, ils ont été décorés. Ce sont 226 policiers qui ont été décorés pour tout ce qu'ils font. 226 policiers qui ont été donc décorés pour leur bravoure, pour tout ce qu'ils font. Sortie école de 1158 élèves policiers. Ça, c'était le 7 septembre 2015. Et voilà tout ce qui a pu être fait et ça ne peut pas être fait sans l'appui de nos partenaires. Et ceux-là, il faut les citer, c'est l'Union européenne, c'est l'USAID, c'est l'UNESCO, c'est l'ambassade des États-Unis, c'est la France également. Très bien. Là, c'était la sécurité. En ce qui concerne la défense, deux préoccupations et deux questions à la fois. Qu'est-ce qui a été fait en 2015 et puis surtout, quelles sont les perspectives pour 2016? Ce qui a été fait dans le domaine de la défense est un peu comme ce qui a été fait dans le domaine de la sécurité intérieure. Il y a également eu le renforcement du cadre juridique et institutionnel et surtout la réorganisation des forces armées. Cela, on peut le dire, il y a eu l'adoption du projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire par l'Assemblée nationale. Ça, c'était le 9 mars en 2015. Et puis, il y a eu la finalisation, une finalisation qui, il faut le dire, est en cours. Une finalisation en cours donc du projet de loi de programmation militaire 2016-2020. Dans ce domaine de la défense, il y a également eu du renforcement des capacités opérationnelles avec la poursuite du plan d'équipement de la Marine nationale par l'acquisition d'un deuxième patrouilleur. On l'a vu dans l'élément qui vient de nous être proposé par Abou Sanogo. On a vu qu'il y a des patrouilleurs. L'émergence, c'est le premier patrouilleur et le deuxième patrouilleur qui a été acquis le 30 juillet dernier s'appelle le bouclier. Tout ça pour nous aider à surveiller nos eaux intérieures. Le développement du système de formation, on a aussi la poursuite des travaux de réforme de l'enseignement militaire, la poursuite de la formation du Centre interarmé de formation et d'instruction des militaires du rang. On a également la poursuite de la formation des élèves pilotes et mécaniciens ici à Abidjan, mécaniciens hélicoptères à l'Académie des métiers de l'air d'Abidjan, dont la prochaine rentrée est d'ailleurs prévue en octobre, il faut le dire également. Et puis, il faut noter une innovation, c'est la participation des jeunes filles au concours d'entrée à l'école de gendarmerie au titre de l'année 2015-2016 avec la sortie de la 39e promotion du cours d'application d'officiers de gendarmerie comprenant pour la première fois 4 officiers, 4 jeunes femmes sous-lieutenants. C'était le 27 juillet 2015. Merci Hamza Djabi pour toutes ces précisions. Nous allons accueillir maintenant Kadi Fadiga Fofana pour parler éducation et santé. Le projet École obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans est entré dans sa phase active cette année scolaire 2015-2016. Il vise à donner à tous les enfants de Côte d'Ivoire le droit à l'éducation, à une formation de qualité. Pour sa mise en œuvre, je voudrais vous rappeler que ce sont 700 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par l'État de Côte d'Ivoire et 5000 instituteurs et professeurs de collèges ont été recrutés. Les précisions avec Herman Niamien. L'école obligatoire pour tous les enfants ivoiriens âgés de 6 à 16 ans est rentrée en vigueur cette rentrée scolaire 2015-2016. Ce projet initié par le gouvernement ivoirien vise à donner la chance à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire d'avoir un accès équitable à une éducation de qualité. Pour le réussir, l'État a décaissé 700 milliards de francs CFA pour le recrutement de nouveaux enseignants, la construction de nouvelles salles de classe, la réhabilitation et l'équipement des établissements existants et l'achat de manuels scolaires dans le cadre de la gratuité. Ainsi, 1150 nouvelles salles de classe ont été construites cette année, 5000 enseignants du primaire recrutés et les quelques 3 millions d'élèves des écoles primaires publiques ont reçu gratuitement des kits scolaires d'une valeur de 10,44 milliards de francs CFA. L'objectif visé par cette mesure est d'atteindre un taux de scolarisation nationale de 100% d'ici 2025. Selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, sur les 4 dernières années, 15 000 salles de classe et 170 collèges ont été construits et équipés sur le territoire national et plusieurs réformes pédagogiques ont été instaurées. Des actions qui ont d'ailleurs permis de faire croître le taux de scolarisation nationale de 77% à 95,5% de 2010 à aujourd'hui.
L'école obligatoire va permettre aussi de lutter contre des fléaux qui minent le système éducatif national, tels que le travail des enfants, les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire. Bonsoir Kadi. Bonsoir. L'école obligatoire, qu'est-ce qui a motivé le projet? Au-delà de ce que nous savons, qu'est-ce qui a motivé vraiment le projet? Moi, je dirais que l'école obligatoire, c'est lutter contre l'analphabétisme. Parce qu'un peuple analphabète, c'est un peuple ignorant, c'est un peuple qui aura du mal à être un pays émergent. Or, la Côte d'Ivoire se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Donc, avec cette décision du président de la République, Alassane Ouattara, scolariser les enfants de 6 à 16 ans, ces enfants auront droit à l'éducation, à une formation de qualité et puis, bon, permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. Donc, je pense que la détermination du gouvernement est déjà visible puisque quand même c'est beaucoup d'argent engagé, près de, je dirais, 700 milliards de francs CFA, dont une grande partie servira parce qu'il faudra bien des enseignants. École obligatoire dit aussi un nombre élevé quand même d'enseignants. Donc absolument, il va falloir recruter. Préciser 5 000 instituteurs et professeurs. Il va falloir recruter ces instituteurs et ces professeurs du collège pour pouvoir enseigner les enfants, ces enfants-là, le savoir. Kadi, je voudrais qu'on parle maintenant santé. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par une lutte plus accrue contre le cancer et les hépatites virales. Dans le département de la santé, un point d'honneur a été mis sur une meilleure prise en charge du cancer de sein. Des campagnes de vaccination de petites filles ont été menées. Et puis pour les hépatites virales, le prix du dépistage a été fortement revu à la baisse. La Côte d'Ivoire décidée à faire de la lutte contre les cancers et les hépatites virales une réalité. 2015 aura donc été précisément une année d'engagement dans la lutte contre les cancers du sein, du col de l'utérus et des hépatites virales. Des stratégies de prévention, de diagnostic précoce et d'accès aux soins ont été développées. Ainsi, pour le cancer du sein, avec l'appui d'un laboratoire, un centre de sénologie a été installé au CHU de Trècheville. Dans ce centre équipé de matériel de pointe, on procède au dépistage systématique et à la prise en charge pour offrir ainsi une thérapie ciblée à 5000 femmes atteintes d'un cancer de sein entre 2015 et 2020. Désormais, le coût du traitement réduit, les patients ne payent que 10% du prix. Concernant le cancer du col de l'utérus, la prise en charge étant plus coûteuse, la Côte d'Ivoire a décidé de miser sur la sensibilisation et la prévention. Le meilleur moyen, vacciner les jeunes filles avant leur premier rapport sexuel. Et ce sont les élèves de 9 à 13 ans qui ont été vaccinés contre le papillomavirus humain. S'agissant des hépatites virales, une convention signée avec le même laboratoire permet aujourd'hui une meilleure prise en charge de l'hépatite B. Le centre de traitement des hépatites virales basé à l'Institut Pasteur à Cocody contribue à la prévention, au diagnostic et au traitement de ces maladies. Désormais, les patients ne payent que 10% du coût qui passe par le dépistage, la prise en charge virale et le volet thérapeutique. Des efforts énormes déployés, mais en Côte d'Ivoire, toujours pas de radiothérapie, la solution pour une bonne prise en charge du cancer. Je constate tout simplement qu'on ne peut pas faire sans la radiothérapie, Kadi. Et oui, la Sine Fofana, on ne peut pas faire sans la radiothérapie. Déjà, avant d'arriver à la radiothérapie, il faut qu'on sache que le cancer, il va naître à un endroit de l'organisme. Dans le sein, par exemple, il va se manifester par une boule. Et si rien n'est fait, on va assister à un cancer généralisé parce que le cancer, maintenant, il sera à plusieurs endroits de l'organisme. Or, si on arrive tôt à l'hôpital, on empêche l'évolution de la maladie. Donc, pour freiner cette évolution de la maladie, on passe par la chirurgie, par la chimiothérapie. La chimiothérapie qui est médicamenteuse, c'est-à-dire on a des comprimés ou bon, on passe par la perfusion. Et avec cette chimiothérapie, on arrive en tout cas à freiner l'évolution de la maladie. Ensuite, quand on a fait et la chirurgie et la chimiothérapie, il faut passer par la radiothérapie. Sinon, c'est comme si on avait fait le travail à moitié. Parce qu'il y a encore des cellules qui sont invisibles. Or, dans le cancer, on parle de cellules folles parce qu'elles se propagent très vite. Donc, il y a des cellules qui sont encore invisibles, que la chimiothérapie n'a pas réussi à détruire et qu'on ne voit pas comme ça. Donc, avec la radiothérapie, qui sont des rayons qui vont se poser sur la cicatrice causée après la chirurgie, bien sûr. Donc, ces rayons-là vont permettre de détruire vraiment toutes les cellules et empêcher, vraiment tuer toutes les cellules qui sont encore actives
au niveau de ce cancer. Le traitement coûte vraiment cher. Le coût de la prise en charge du cancer des hépatites virales a baissé. À combien sommes-nous aujourd'hui? Pour les hépatites virales, imaginez, bon, les hépatites virales, ce sont des maladies infectieuses dues à un virus. Mais imaginez la prise en charge d'une hépatite virale qui est de 7 500 000 francs CFA. Et ça, c'est pour une année de traitement. Vous imaginez que c'est lourd. On a des injections à faire de façon hebdomadaire. Une injection qui coûte 153 000 francs CFA, soit 600 000 francs CFA. Ils ne sont pas nombreux, les Ivoiriens, qui peuvent se permettre, juste pour se soigner, à 600 000 francs. Et qu'est-ce qu'ils auront après pour se nourrir? Avec aujourd'hui, grâce au partenariat public-privé, surtout avec un groupe pharmaceutique, l'État a réussi aujourd'hui, grâce à ce partenariat, à avoir la réduction de ces prix-là. Donc, par exemple, de 153 000 francs, aujourd'hui, le patient ne paie que 12 500 francs CFA. On va parler environnement. L'année 2015 a été marquée en Côte d'Ivoire par 3 faits majeurs. D'abord, l'opération Ville propre lancée à Abidjan par l'État pour combattre l'insalubrité dans la capitale économique. Il y a eu également les États généraux de la forêt et l'événement le plus marquant reste assurément la COP 21. Retour sur ces temps forts de l'actualité liée à l'environnement avec Guy-Serge Coléa. L'année 2015 a commencé avec le lancement en janvier de l'opération Abidjan Ville propre, a redonné fière allure à la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, en proie à une insalubrité grandissante. Balayage des voies et places publiques, curage des caniveaux sont autant d'activités que le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a initiées. Cette opération de salubrité a été aussi marquée par le déguerpissement des occupations anarchiques et insalubres des emprises des voies. La Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt chaque année. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, le pays ne dispose aujourd'hui que de 2 millions d'hectares. Le Forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau s'est penché sur la question. Les experts ont travaillé du 16 au 19 novembre à la mise en œuvre d'un plan de développement stratégique de gestion des ressources sur la période 2016-2045. La COP 21 a réuni à Paris 195 pays. Au terme de cette conférence, le premier accord universel pour le climat a été approuvé à l'unanimité. Qualifié d'historique, l'accord de Paris doit permettre de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés. Avec cet engagement, les États espèrent freiner les évolutions du dérèglement climatique qui menacent la société et l'économie mondiale. Alors, Kadi, faisons ensemble le point de l'opération Abidjan Ville propre. Quel bilan? L'opération Abidjan Ville propre, on pourrait parler de réussite. Elle aura permis de donner fière allure au district autonome d'Abidjan. Les ordures ménagères qui jonchaient les rues ont disparu. Les installations anarchiques sur les trottoirs ont été déguerpies. En tout cas, Abidjan a retrouvé fière allure. La COP 21, on en a parlé longuement et longtemps. Est-ce un succès pour vous? Aujourd'hui, avec la COP 21, on se rend compte pour une fois que le constat est unanime. Les scientifiques sont unanimes à dire que la planète Terre est en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir. Donc, je dirais, tous les pays se rencontrent, se retrouvent à Paris pour plancher sur la question. Fadiga, merci d'être passé sur ce plateau. On va maintenant s'intéresser à l'actualité dans nos régions avec Thérèse Yoboué. L'école est gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. On l'avait déjà dit, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé. Décision importante, mais comment y parvenir? L'État qui a déjà initié la construction de plusieurs écoles de proximité demande maintenant une implication plus forte des collectivités décentralisées. Kwasi Mamadou. Les enfants de Kwadiokro, village de la région de Gontougo, parcouraient au quotidien environ 16 km pour bénéficier du savoir universel, car leur village ne disposait pas d'école. Les plus chanceux d'entre eux restaient chez des tuteurs dès l'âge de 6 ou 8 ans. Aujourd'hui, leur village dispose d'une école primaire de 3 classes. Comme ce village du département de Transua, plusieurs villages de la région de Gontougo bénéficient grâce à l'État de Côte d'Ivoire à travers les mairies et les conseils régionaux d'écoles primaires et souvent de maternelles. Plus intéressant,
Les sous-préfectures de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire sont dotées de collèges. Un système de collèges de proximité pour permettre aux enfants de rester sur place pour mieux apprendre. Une stratégie pour améliorer les résultats scolaires, mais aussi pour réduire le taux de grossesse en milieu scolaire. Cette volonté du gouvernement ivoirien de permettre à tous les villages de disposer d'écoles primaires s'inscrit dans sa politique d'école obligatoire. Et cela grâce aux nombreux efforts fournis dans la construction des salles de classe. À ce jour, ce sont 23 000 enseignants qui ont été recrutés au primaire et au secondaire. 3 500 salles de classe ont été construites ou réhabilitées depuis 2011. 160 collèges de proximité sont en cours de construction. Déjà, 22 ont été livrés. 15 000 autres salles de classe sont en cours également de construction. Et les plus grands bénéficiaires restent les populations des zones rurales qui veulent prendre une part importante dans le développement de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Thérèse Yoboué. Bonsoir. Entendons-nous tout de suite sur le terme école de proximité. Oui. C'est quelle définition vous donnez à cela? Une école de proximité, c'est une école qui se rapproche des apprenants, c'est-à-dire les élèves et des parents. Aujourd'hui, c'est un concept nouveau. C'est un axe de la stratégie du ministère de l'Éducation nationale de permettre à tous les enfants de la Côte d'Ivoire d'avoir accès à l'école. Et puis, on peut dire aussi que c'est une conception aussi du ministère pour accompagner la politique de l'école gratuite et obligatoire décrétée par le président de la République pour permettre également à tous les enfants de 6 à 16 ans d'avoir accès à l'école. Avez-vous une idée de combien d'écoles de proximité qui ont été créées aujourd'hui? Oui, pour la rentrée 2015-2016, déjà pour les collèges de proximité, 86 collèges de proximité ont ouvert leurs portes. Il y a 1416 enseignants et personnels d'encadrement qui ont été recrutés sur toute l'étendue du territoire national. Il y a 1150 salles de classe qui ont été construites en milieu rural. Et puis il y a 5000 professeurs, instituteurs qui ont été recrutés pour accompagner cette politique. Thérèse Yoboué, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la forêt ivoirienne qui se meurt depuis de plus de 16 millions d'hectares à l'indépendance. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire tourne autour de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Face à cette situation alarmante, l'État de Côte d'Ivoire a engagé des mesures vigoureuses pour restaurer un tant soit peu le couvert forestier national. Chantal Akanda. La Côte d'Ivoire a-t-elle perdu son statut de pays forestier? Chaque année, ce sont d'immenses hectares du couvert forestier national qui disparaissent. Les causes sont multiples. L'agriculture, le commerce du bois, les feux de brousse, le besoin d'espace vital, en clair, l'action de l'homme combinée à divers phénomènes naturels en sont les principales raisons. Aujourd'hui, la forêt ivoirienne est en alerte. Il faut la sauver. Toute chose qui a emmené le gouvernement ivoirien à engager des mesures fortes, notamment des opérations de reboisement d'envergure sur toute l'étendue du territoire national, assorties de sensibilisation des populations, la nouvelle loi portant code forestier. De tout cela, la forêt ivoirienne devrait retrouver sa couleur et son épaisseur d'antan, d'autant que nombreux observateurs estiment que la forêt ivoirienne a perdu de sa luxuriance. Reste maintenant aux populations à respecter les engagements du gouvernement. Oui, Thérèse Yoboué, il est difficile aujourd'hui de dire que la Côte d'Ivoire reste un pays forestier de 16 à 2 millions, peut-être même moins. Je vais répondre à votre question par une petite histoire. Quand j'étais jeune, il y a un éléphant qui a été abattu à 200 mètres de mon village. C'est-à-dire que le village était entouré de forêts. On n'entend plus parler d'éléphants. La région de San Pedro, qui était considérée comme le fief même des éléphants, aujourd'hui, il n'y a plus d'éléphants dans cette forêt. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de forêt dans toutes ces régions. Les éléphants ont fui, puisque les éléphants vivent dans la forêt. Ils ont tous fui. Donc la situation aujourd'hui est alarmante. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Merci Thérèse Yoboué.
Du Nigeria au Burundi, en passant par la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, les élections présidentielles, législatives et locales ont été nombreuses en 2015 sur le continent. L'occasion pour près d'une quinzaine de ces pays de révéler leur état de santé démocratique. Retour sur ces scrutins décisifs qui, en amont, ont créé quelques frayeurs avant d'aboutir aux résultats que nous savons. Alexis Ouedraogo nous rafraîchit la mémoire sur ces faits politiques tout en rappelant les rapports des politiques africains avec les lois fondamentales de leur pays. Fin 2014, les médias lancent leurs pronostics sur les 6 scrutins présidentiels prévus en 2015 sur le continent africain. Des présidentielles au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria, en Guinée et au Togo. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan est affaibli par la vague de violences meurtrières que Boko Haram a installée dans le pays depuis 2009. En lice en février pour la réélection sous la bannière du PDP, son parti, il sera remplacé par Mahamadou Bouhari au premier tour à la tête du pays. En Guinée-Conakry, le 18 octobre, Alpha Condé est officiellement désigné vainqueur de la présidentielle. Il rempile pour 5 ans devant une opposition qui crie à la fraude. Les contestations se feront sans heurts. Toujours en octobre, le 25, les Ivoiriens, eux, se relèvent du mauvais souvenir de leur précédent scrutin et tentent d'amorcer une normalisation couplée à la reprise économique. Candidat à sa succession, Alassane Ouattara l'emporte dans un climat apaisé, salué par la communauté internationale. Non loin au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, entend prolonger son bail à la tête de l'État. Sa volonté d'organiser un forum pour modifier l'article 37 relatif à la limitation du mandat présidentiel est à la base d'un grand mécontentement au sein de l'opposition et de la société. Des remous qui aboutiront à sa chute fin octobre. Modification de loi. L'année 2015 est l'année où les débats sur les constitutions s'invitent aux tables. Plusieurs dirigeants africains sont à la croisée des chemins. Ils doivent choisir entre se maintenir à tout prix au pouvoir ou sortir par la grande porte. Sorti par la grande porte, Thomas Ngesambi, Nigeria, Burundi, la Côte d'Ivoire, Centrafrique. Faisons ensemble le bilan des élections sur le continent africain en 2015. Merci Fofana. 2015 aura été une année de scrutin. Moi, j'en ai relevé 8. Si vous voulez, 7 plus 1. Il y a un qui se tient en ce moment en République centrafricaine. Mais que dire avec cette saga qui a commencé avec le Nigeria? En février 2015, ces élections, ou si vous voulez, ces scrutins, étaient en d'autres termes un indicateur de la bonne ou la mauvaise santé de la démocratie en Afrique. Mais le Nigeria, qui était déjà rongé par le phénomène Boko Haram, va surprendre le monde entier en donnant un exemple de démocratie. Sur ces différents scrutins, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a non seulement des scrutins qui interviennent après les crises, mais des scrutins qui mettaient aux prises un président sortant, qui était candidat à sa propre succession face à un challenger. Et c'est le cas de figure qui commence au Nigeria, où, contre toute attente, le président sortant, candidat à sa propre succession, est battu par son challenger, sans qu'il n'y ait véritablement de chaos au Nigeria. Et ça, c'était déjà le signal qui était donné. Quelques mois après, ou si vous voulez 1 mois, 2 mois après, Faure Yadema était candidat à sa propre succession. Nous savons tous, avec l'histoire que vous connaissez peut-être bien que moi, que les élections ont rimé aussi avec violence au Togo. Au premier tour, Faure Yadema remporte tranquillement, même s'il y a eu des convulsions, et ça c'est naturel, je vais dire pour le moment, dans nos démocraties naissantes. Et ça se poursuit. Mais là où on peut encore parler de grincement de dents, c'est au Burundi, en Afrique de l'Est, où le président, dans un élan de contestation, je vais dire à l'interne comme à l'externe, arrive à être élu. Il est élu, la convulsion, si vous voulez, pré et pendant, n'est pas encore tombée. Vous savez aussi bien que moi ce que le Burundi continue de vivre. La situation reste encore explosive. Tout à fait. Mais moi, de façon globale, je vous dirais que c'est un bilan mitigé. Il y a eu démocratie, comme je l'ai cité au Nigeria, il y a eu des exemples à donner, mais naturellement, en regardant le Burundi, on peut dire que la démocratie est toujours quelque chose, une quête
perpétuelle. Thomas Nguessambi, continuons, mais cette fois au plan international, montée en puissance de l'immigration. Oui, allez-y. Oui, justement, Alexis, dans son élément, a parlé non seulement d'élections présidentielles, mais à côté, les révisions constitutionnelles. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que l'Afrique en a connu deux cette année. Le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Ce que je dois dire, et ça a toujours été un débat, si la démocratie, c'est la volonté du peuple de choisir, on a vu de l'autre côté au Rwanda, le peuple dans sa majorité, peut-être que nous n'avons pas les mêmes lunettes que nous portons, mais le peuple dans sa majorité a dit, nous voulons toujours continuer avec ce dirigeant. Est-ce qu'au nom de la démocratie, on devrait les critiquer ou pas? Mais toujours est-il que le temps, qui est un facteur extrêmement important dans l'observation, nous dira si au Rwanda, on a bien fait de reviser la Constitution, tout comme au Congo-Brazzaville. En tout cas, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je dirais tout simplement la voix du peuple, et vous connaissez la suite. Montée en puissance de l'immigration et du terrorisme dans le monde. À la fin de notre siècle, les flux migratoires s'accélèrent partout dans le monde, alimentés par les écarts entre riches et pauvres, par les crises et les conflits qui prévalent dans le pays. Mais à côté de ces départs en masse, entre les différents pays du monde, le terrorisme monte en puissance. Nourri par quoi? L'intégrisme religieux. Les causes et les conséquences des migrations sont nombreuses, ainsi que celles liées au terrorisme. En voici un aperçu avec Gabriel Zani. Cette image a bouleversé le monde entier le 2 septembre dernier. Le corps sans vie d'un petit Syrien de 3 ans échoué sur une plage turque. Une image insoutenable qui a placé au rang des priorités européennes la question de l'immigration. Les côtes européennes sont très sollicitées par les migrants fuyant la guerre au Moyen-Orient et la misère en Afrique. Ils sont au total 350 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée cette année, contre quelques 219 000 en 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Mais à côté de ces migrations forcées par les guerres en Libye, en Syrie et la pauvreté en Afrique, le monde est confronté sans répit au terrorisme soutenu par un islam rigoriste. De la France aux États-Unis et de la Libye au Nigeria en passant par le Tchad, le terrorisme sème la mort dans les États. Les récents attentats de Paris, avec ses 220 morts, en sont une manifestation tangible. Plus proche de nous, ici en Afrique, le Mali est secoué par des vagues d'attaques de mouvements maliens. Le pays a été frappé en plein cœur à Bamako, sa capitale. Au Cameroun, Nigeria, Niger, l'ex de Boko Haram se fait entendre. Ces pays ont tous subi et continuent de subir les assauts répétés de l'État islamique. Pour éteindre le feu de Daesh, le Conseil de sécurité de l'ONU veut frapper les djihadistes du groupe islamique au portefeuille. Une résolution a été adoptée pour la première fois par les ministres des Finances de 15 pays réunis au Maroc le jeudi 17 décembre 2015 dans le sens d'assécher ses sources financières. Oui, Thomas Nguessambi, immigration et terrorisme, ces deux phénomènes ont secoué le monde durant l'année 2015. Quel commentaire vous faites? Merci. Nous allons commencer naturellement par l'immigration. L'immigration, comme le disait le ministre Ali Koulibaly dans sa définition, l'immigration est vieille comme le monde. Mais ce n'est pas l'immigration en tant que telle. Ici, les projecteurs ont pris en compte l'immigration en 2015 par la puissance de la vague qui a envahi l'Europe en 2015. Je dois dire, en 2014, le phénomène était déjà alarmant. Mais de 2014 à 2015, c'est 80% d'augmentation de flux d'immigrants sur le continent européen. Mais on ne va certainement pas simplement regarder les chiffres, mais qu'est-ce qui occasionne ce flux, cette vague, autant pour moi, impressionnante? La première cause, ce sont les guerres. Naturellement, la guerre en Irak, la guerre en Syrie. La deuxième cause, ce sont les violences et les difficultés que les citoyens vivent dans leur pays. Et comment est-ce que le phénomène se passe? Il y a la guerre chez moi, il y a la violence, il y a la persécution. On cherche à quitter son pays pour aller d'abord dans un pays voisin. Et quand on est dans un pays voisin, il y a le phénomène de réseau de passeurs. Soit vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous ne le cherchez pas, il se présente à vous. Et c'est ce réseau qui utilise essentiellement la voie maritime qui cause la mort. Cette année, on a parlé d'environ 2000 morts.
Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelait le phénomène du siècle. Ce n'est pas moi qui l'ai qualifié, ce sont les observateurs et les analystes de la scène politique mondiale. Le terrorisme. Voici un phénomène qui a été réinventé par Al-Qaïda, une organisation qui l'a pratiquement incarnée et qui fera, Al-Qaïda bien entendu, en tant qu'organisation, qui fera parler d'elle de la façon la plus cynique un 11 septembre 2001. 3000 morts en seulement quelques heures. Et c'est la Grande Amérique qui est blessée à la fois dans son orgueil et dans sa chair. L'Amérique ne va pas se faire prier pour pourchasser les acteurs, pour pourchasser les leaders de Al-Qaïda. Ils finiront naturellement par en tuer le chef. Mais en tuant le chef, c'est peut-être des branches ou, si vous voulez, un tronc qu'on a coupé, il y a les métastases. C'est une philosophie, c'est tout un système de tuerie à la fois indiscriminée. Indiscriminé en d'autres termes, ça veut dire qu'on ne trie pas. Et ici, les victimes ont quel malheur? Le malheur de se trouver au mauvais endroit à un moment où des chefs djihadistes ont décidé d'envoyer des troupes qui acceptent de mourir pour tuer, à la différence des armées classiques qui vont pour tuer. Les troupes de ces djihadistes vont tuer en acceptant de mourir. Mais on croyait le phénomène un peu éclaté, si vous voulez, épisodique. Contre toute attente, en 2014 va surgir une organisation aussi vicieuse, mais beaucoup plus jeune qu'Al-Qaïda, l'État islamique. C'est quoi l'État islamique? C'est quoi l'État islamique? Merci. J'étais devant ça me posant la question. L'État islamique n'est rien d'autre que, entre guillemets, les enfants de Saddam Hussein. Ils sont irakiens. Mais à la vérité et au constat, ils sont encore plus cruels que Saddam Hussein. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Naturellement en gardant le système de Al-Qaïda, c'est-à-dire faire des victimes indiscriminées. Mais eux vont avoir non seulement une base, mais ils vont faire bouger les frontières. Ils vont occuper non seulement l'Irak sunnite, ils vont gagner la Syrie et ils vont avoir des tentacules un peu partout. Seulement que ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont visés, ce n'est pas seulement l'Europe qui est visée, mais constamment, il y a l'Irak, il y a la Syrie, il y a l'Afghanistan, il y a le Pakistan, il y a le Nigeria. Pratiquement tous les continents sont touchés. Et devant cette situation, qu'est-ce que le monde doit faire? Est-ce qu'on déclare à l'envi une guerre contre des gens qui ont un système qui, à la limite, n'est pas encore maîtrisé? Et en le disant, je suis certainement en train de faire des propositions, puisque nous sommes sans doute vers la conclusion, c'est de chercher, pour moi, à connaître, je vais dire, cette organisation que nous avons en face de nous. Non seulement la connaître, mais la circonscrire. Et si nous arrivons à la circonscrire, il faut arriver à l'isoler de tout ce que cette organisation veut gagner à sa cause, en prêchant le nom de l'islam, en prêchant aux jeunes qui sont aujourd'hui victimes de crise d'emploi. Si nous arrivons naturellement à récupérer tous ces jeunes et à éloigner, ensuite il faut utiliser l'arme qui peut détruire, qui ne sera peut-être pas forcément les Kalachnikov, mais peut-être utiliser l'arme de l'adversaire, de l'ennemi pour arriver à l'affaiblir. Merci Thomas Nguessambi. Votre message a été entendu fortement. Vos analyses ont été bien